Nous avons vu dans le cours précédent l'histoire naturelle et la culture de l'olivier. Il convient maintenant d'examiner la récolte et les divers produits que fournissait cet arbre durant l'Antiquité, c'est-à-dire les olives, l'huile et les sous-produits qui étaient le grignon d'olive, c'est-à-dire en fait les noyaux qui restent après l'extraction, et la pulpe qui reste donc aussi après l'extraction et qui sont séparés, ainsi que les eaux de végétation qui se séparent de l'huile par la décantation. Et ces eaux de végétation, les anciens, nous le verrons, en faisaient un grand usage et les appelaient lamurca. Nous commencerons donc aujourd'hui par les olives et nous verrons ensuite le pressage de l'huile, puis les sous-produits. Commençons donc par le cycle végétatif de l'olivier qui commence en mars-avril par l'apparition des bourgeons, se poursuit en mai par la formation des grappes de fleurs. Pline observe qu'elle est légèrement plus tardive que celle de la vigne et qu'elle dure 1 à 2 semaines. Vous trouvez ça dans le passage de l'histoire naturelle, livre 16, paragraphe 106. Et il dit que c'est vers l'époque des Pléiades, soit vers le 10 mai, que la pluie risque d'occasionner la coulure de la fleur, compromettant gravement la formation du fruit. Dans les bonnes années, un quart seulement des fleurs sont fécondées. De juin à juillet, les fruits se forment et grossissent. Ils commencent à mûrir durant le mois d'octobre et novembre, et la récolte se fait ordinairement à l'automne et au début de l'hiver. Les ménologes rustiques latins du 1er siècle de notre ère, connus par 2 inscriptions, connues au CUL 1, fixent au mois de décembre la cueillette des olives et la mosaïque de la Shebba, que nous verrons tout à l'heure, qui date du IIe siècle, la place à la fin de l'automne. Dans l'Antiquité, on tirait plusieurs sortes d'olives à confire et différents types d'huile. La récolte s'échelonnait donc sur une longue période. Dès les mois d'août et septembre, on ramassait des olives tombées et on cueillait des olives vertes pour les confire et en faire de l'huile d'été. Selon les régions, en octobre et en novembre, on cueillait des olives tournantes, c'est celle que vous voyez sur la diapositive, c'est-à-dire lorsqu'elles sont bigarrées de couleur verte à violette. On en tirait toutes sortes de conserves et une huile réputée que les Grecs appelaient amphakinon et les Latins oleum viride, qui était très recherchée quand on l'utilisait en petite quantité pour fabriquer des parfums et des médicaments. Et c'est très souvent mentionné par les auteurs, vous le trouvez par exemple chez Théophraste dans le Deodoribus, paragraphe 15, et chez Dioscoride dans le De Materia Medica, livre 1, paragraphe 29. Mais c'est après les vendanges que l'on s'occupait vraiment de la récolte. À ce moment-là, les olives étaient vraiment mûres et selon Théophraste, d'ailleurs, dans l'ouvrage qui s'appelle Causis Plantarum, au livre 6, paragraphe 19.3, les olives sont mûres entre octobre et décembre et il arrivait que dans les bonnes années, on cueille encore en janvier et même en février, voire en mars, des olives noires pour les mettre en conserve ou pour extraire l'huile, qu'on appelait alors l'huile mûre, destinée à l'alimentation. Mais il arrivait aussi que, y compris sous les climats chauds, on récolta assez tard. En 105 après Jésus-Christ, le vétéran Lucius Bellenus Gemellus, dont j'ai eu l'occasion de raconter un peu l'histoire lors du dernier cours, qui était un ancien militaire, assez gros propriétaire d'olivettes dans le Fayoum en Égypte. Donc en 105, Bellenus fait cueillir ses olives entre le 14 et le 27 janvier, et alors qu'elles étaient certainement très mûres à ce moment-là. Et vous trouvez cette mention dans le Papyrus du Fayoum, numéro 102. Tant que les olivettes étaient peu étendues et destinées à couvrir les besoins d'une famille, la récolte pouvait se faire progressivement par ramassage des olives tombées et par la cueillette effectuée par des esclaves.
Hier comme aujourd'hui, la récolte était longue et fastidieuse. Les fruits de l'olivier sont petits et ils étaient d'autant plus difficiles à atteindre que les arbres étaient quelquefois très grands et qu'on les cueille par temps froid. Dès que la production augmentait pour déboucher sur un circuit commercial, les agriculteurs devaient s'assurer le concours d'une main-d'œuvre saisonnière. La récolte est en effet un gros travail qui excède les forces de la main-d'œuvre servile présente sur un domaine. Et les riches propriétaires devaient donc embaucher du personnel supplémentaire au moment des labours, des semailles, du piochage des vignes et aussi de la récolte des olives. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 144-146, présente comme un fait banal que dès le IIe siècle avant notre ère, le moment où il est écrit, on puisse vendre la récolte sur pied à des entrepreneurs qui étaient capables de fournir beaucoup de main-d'œuvre pour ramasser les olives et les cueillir. D'un côté, les ramasseurs s'appellent les leguli, de l'autre côté, les cueilleurs s'appellent les strictores, et donc ils étaient capables d'avoir des troupes d'ouvriers qui étaient susceptibles de faire ce travail. Cette pratique est attestée à plusieurs autres reprises par d'autres sources. Une scolie pseudo-acronienne d'Horace concernant la satire 1.6 au vers 85-86 indique Argentarium dicimus eum qui abet summam olivarum aquo accipium foranei coactorem qui egigit numos a circum foraneis. Et ça nous renvoie à des pratiques qu'on peut illustrer par le forum de Pompéi un jour de marché, à des pratiques que Jean Andreau a commentées dans un article qui s'appelle « Les financiers romains entre la ville et la campagne », paru dans un colloque tenu à Aix-en-Provence en 1984 et publié en 1985 par l'université. Jean Andreau a expliqué que les olives vendues par les producteurs sont en fait ramassées par des grossistes qui sont donc les foranei, et ces grossistes les revendent aux enchères à des marchands forains, dans le texte sont les circumforanei, qui, eux, les revendent au détail. Alors, toute l'histoire vient du fait que les grossistes reçoivent l'argent des mains de l'argentarius, c'est-à-dire du banquier en quelque sorte, qui, par l'entremise de l'encaisseur, le coactor, se fait ensuite rembourser par les forains à qui il a fait crédit. Et donc, les petits marchands, les circumforanei qui vont vendre les olives, doivent rembourser, évidemment, avec un intérêt lorsqu'ils ont vendu les olives. Beaucoup de ces ventes aux enchères avaient lieu lors des nundinae, c'est-à-dire ces marchés hebdomadaires ou bimensuels qui étaient connus dans toute l'Italie par le texte et les inscriptions et qui existaient d'ailleurs à peu près partout dans l'Empire par la suite. Un autre témoignage de ces pratiques est donné par un papyrus trouvé à Karanis dans le Fayoum, en Égypte, qui donne le texte d'un contrat d'achat de récolte sur pied d'une année du règne de Domitien, qui est en fait la 8e année, soit en 88-89 après Jésus-Christ. Le produit des olivettes d'un personnage qui s'appelle Sempronius, qui proviennent en fait de 4 parcelles dont on ne connaît pas exactement l'étendue, est donné et payé en nature par Gaius et Clemens. 8 maîtrettes et 16 cotyles d'huile nouvelle auxquelles s'ajoutent 10 artables d'olives noires. Quelques années après, en 105, toujours le fameux Lucius Bellenius Gemellus choisit, lui, au contraire, d'embaucher des saisonniers et il embauche des hommes et des garçons qui sont payés respectivement de 6 à 2 oboles et il lui en coûte la somme totale de 738 drachmes. Et je vous renvoie au Papyrus Fayoum 102. On employait 4 méthodes pour récolter les olives. Le ramassage des olives tombées, la cueillette, le secouage et le gaulage. Attendre que les olives tombent est une solution de facilité. Et les agronomes antiques la déconseillaient beaucoup, ce qui est le signe que, pour des raisons d'économie, elle était trop souvent employée. Encore au XVIIIe siècle, dans le Cilento, c'est-à-dire dans la partie sud du royaume de Naples,
l'olive n'était pas récoltée à la main et on attendait qu'elle tombe d'elle-même. Et de ce fait, la récolte ne recommençait qu'en novembre et se terminait en avril. Pour revenir à l'Antiquité, Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 11, reprenant Théophraste dans les Causis Plantarum 1, 19.4, dit qu'une troisième erreur réside dans la parcimonie, quand, pour éviter les frais de cueillette, on attend la chute des olives. Aristophane, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la pièce Les Guêpes, au vers 716, évoque d'ailleurs cette cueillette et ces ramasseurs qui sont payés à la journée. Et Caton, au 2e siècle avant Jésus-Christ, paragraphe 144, rapporte que ces personnages, donc qu'on payait à la tâche, qui s'appellent les Liguli, voulaient toujours attendre que les fruits soient mûrs pour les en récolter le plus possible d'olives tombées et donc ramasser beaucoup d'olives, même de mauvaise qualité, puisqu'ils étaient payés à la tâche. Et ce sont effectivement ces ramasseurs d'olives tombées que l'on voit sur le bas-relief Rondalini que nous avons vu juste avant, ou sur la mosaïque de la Chebba qui est conservée au musée du Bardo à Tunis. Souvent, les olives étaient cueillies à la main, notamment lorsqu'on désirait les mettre en conserve. Les auteurs antiques recommandent cette pratique longue et coûteuse, car elle n'abîme ni les olives ni les arbres. L'amphore à figure noire du British Museum du VIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que les bas-reliefs d'Arles, de Trieste et de Cordoue, voici le bas-relief d'Arles par exemple, représentent des cueilleurs perchés sur l'arbre ou parfois sur des échelles. Ils remplissent des corbeilles en osier et ils devaient parfois s'aider de doigtiers dont Varron déplore qu'ils blessent l'arbre et les fruits. Pour gagner du temps, en certains lieux, des hommes secouaient les branches de l'arbre, d'autres recueillaient dans de larges paniers des olives qui tombaient. La technique est attestée dans les géoponiques, au livre 9, paragraphe 17, et c'est celle qu'emploient les fameux ouvriers de Gemellus en Égypte. Une autre méthode très ancienne, économe en main-d'œuvre et en temps, consiste à frapper l'arbre avec des bâtons, et on le voit mieux sur le dessin que j'ai fait, de façon à faire tomber les olives par terre, ou plutôt dans des linges. C'est ce que l'on appelle le gaulage. En Palestine, dès le 1er millénaire avant Jésus-Christ au moins, la récolte des olives se faisait ainsi, selon la Bible, et je vous renvoie au livre d'Isaïe, en 17,6. Le procédé est très efficace, mais il a le défaut de blesser l'arbre et donc d'accentuer ce phénomène d'alternance de la production que j'ai déjà souligné auparavant et que Varron mentionne dans les restes rustiqués 1,55. Pour ne pas trop abîmer l'arbre, on doit manier la gaule en suivant les branches de l'intérieur vers l'extérieur. Si les olives sont mûres, elles chutent rapidement, mais on doit ensuite les vanter car elles sont mêlées de feuilles et de brindilles. Les deux amphores à figure noire d'Antiménès, au British Museum et au musée de Berlin, montrent que le gaulage était largement pratiqué au VIe siècle avant Jésus-Christ et certainement bien avant. Sur la mosaïque du seigneur Julius à Carthage, qui est datée du IVe siècle après Jésus-Christ, donc pratiquement un millénaire après, deux personnages frappent un olivier, d'où les olives tombent. Et vous voyez ici le détail. Ils ont les petits bâtons, ils font tomber des olives. Et sur un calendrier peint conservé sous la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, il y a aussi une scène qui représente le mois de novembre où des ouvriers portant des gaules se trouvent devant deux oliviers. Une autre scène analogue est figurée sur une mosaïque très mutilée de l'église Saint-Serge à Oumel Rassas en Jordanie, datée de 586 après Jésus-Christ. Donc, c'est une pratique qui était très largement répandue dans l'Antiquité et qui est encore
jusqu'aux méthodes modernes, a été très utilisé. Alors, le roulage pouvait être raffiné, un peu comme aujourd'hui, par la mise en place de linge et de filets sous les arbres afin de recueillir aisément les olives tombées. Pollux, dans l'Onomasticon, en 5.36, explique comment étendre les filets, même en terrain accidenté, et comment adapter les filets à la manière dont les arbres sont plantés. Recueillir les olives dans des linges devait en fait être réservé aux riches propriétaires, car évidemment à cause du prix des tissus et des filets. Selon les classes économiques, donc, on devait combiner les diverses méthodes. Venons-en maintenant à la question des olives elles-mêmes. Lorsqu'on traite de l'oléiculture, on a naturellement tendance à s'attacher surtout à l'huile, qui était le produit le plus valorisé et le plus commercialisé. Il ne faut pas oublier que les olives étaient une nourriture de base pour les paysans et les ouvriers. Mais avant, il faut se poser la question sur la productivité des oliviers. Les anciens savaient que l'olivier ne produit véritablement qu'une année sur deux. Columel, au livre 5, paragraphe 8.1, constatait le fait et Varron, dans les restes rustiqués, l'expliquait par les méthodes de culture de récolte trop brutales, et notamment par le gaulage. Cette alternance pouvait entraîner une pénurie momentanée d'huile, même dans des régions exportatrices comme l'Attique. Une certaine année du IIe siècle avant Jésus-Christ, une disette d'huile se fit sentir à Athènes à cause d'une mauvaise récolte. Et un généreux commerçant, ayant dans son bateau 56 000 litres d'huile qu'il avait prévu de vendre au Pontexin, accepta de les vendre à perte dans sa cité. Cette évergésie fut rapportée par une inscription qui nous est parvenue, et c'est ainsi qu'on a cette indication sur cette pénurie momentanée. Et sur ce point, je vous renvoie à l'intéressante étude de Philippe Gauthier, Les villes athéniennes et un décret pour un commerçant, paru dans la Revue des études grecques en 1982, page 235 et suivante. À l'inverse, certaines années où la conjoncture climatique était favorable, la récolte était pléthorique. C'est ainsi qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Thalès de Milet, ayant prévu que la récolte de l'année serait exceptionnelle, avait loué toutes les huileries de Milet et de Chios afin de les sous-louer au prix fort au moment où tous les paysans voudraient faire écraser leurs olives. Cette histoire est rapportée dans la Politique d'Aristote au paragraphe 1259a. En fait, l'alternance de la production est un phénomène naturel qui est dû surtout à la pauvreté des sols méditerranéens et l'irrégularité des précipitations. Mais il est aggravé par une périodicité trop longue de la taille et par les blessures faites aux arbres au moment de la récolte. Théophraste a remarqué que dans la région d'Olynte, c'est-à-dire au nord de la Grèce, les oliviers étaient moins soumis à l'alternance. Je vous renvoie au Causis Plantarum 1.24, ce qui s'explique entre autres par une pluviosité plus régulière en Grèce du Nord que dans l'Attique ou dans le Péloponnèse. Un grand nombre de paramètres rendent difficile l'estimation de la productivité d'un olivier et a fortiori d'une olivette, et toute tentative à partir des maigres données archéologiques est vouée à l'échec. Peut-on y parvenir à partir des sources écrites? Nous savons aujourd'hui que la productivité dépend de la variété, de l'âge de l'arbre, de la richesse du sol, des précipitations, de l'irrigation, de la taille, des soins apportés à l'arbre, et notamment la fumure, les labours, le désherbage, sans compter bien entendu l'action négative des nombreux parasites, la mouche, la teigne, la cochenille, etc. Aucun texte ancien ne donne tous ces renseignements. Une dizaine de tablettes en argile trouvées à Ebla en Syrie montrent qu'on se préoccupait déjà dès le XXIVe siècle avant Jésus-Christ de comptabiliser les oliviers et leur production d'huile. On apprend qu'une propriété comptait 5400 oliviers et 24 jarres d'huile, soit 730 litres d'huile, et une autre 600 oliviers et 18 jarres, soit 540 litres. Mais les chiffres fournis sont si disparates qu'on ne peut les interpréter en termes de productivité. Tout ce que nous savons concerne la densité de plantation. Magon pour Carthage, l'inscription d'Héraclès de Lucanie pour l'Italie du Sud à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ,
Caton et Columelle pour l'Italie romaine, préconisent des espacements d'arbres et donc des densités de plantation qui varient de 25 à l'hectare dans les climats arides à 170 en zone tempérée. Actuellement, les rendements moyens par hectare et par arbre sont très disparates, de 10 à 20 kg par arbre en France, où, comme vous le savez, nous sommes à la marge de la zone climatique de l'olivier, de 12 à 25 kg en Syrie, de 15 à 25 en Espagne. Ils peuvent s'élever à près de 50 kg pour des oliviers très anciens en Palestine, par exemple. Le domaine de Lucius Manlius, situé à Vénafre, dans le Samnium, à la limite de la Campanie, a été décrit comme un modèle par Caton au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il comptait 60 hectares d'oliviers, soit, si l'on tient compte des espacements que Caton propose par ailleurs, probablement entre 7 000 et 10 000 arbres. Cette propriété pouvait donc produire, dans les bonnes années, plus de 100 tonnes d'olives. De tels chiffres ne furent atteints que dans les grands domaines tournés vers les productions spéculatives, en Italie, en Bétique, c'est-à-dire en Espagne méridionale, en Afrique et en Tripolitaine. Dans la péninsule italique, cette mutation se produisit dès la fin de la République et surtout à partir de l'époque augustéenne. En Orient, la Mishnah considérait qu'un olivier devait produire au moins 12 kg, de 12 à 17 kg d'olives. Mais les chiffres disponibles actuellement indiquent qu'en Samarie, on obtient couramment 50 à 100 kg d'olives par arbre, et même un peu plus pour les très vieux arbres, avec un rendement en huile qui varie de 20 à 30%. Selon Safrai, dans son ouvrage sur The Economy of Roman Palestine, paru à Londres en 1994, dans les années 1950, les fermiers arabes de Palestine produisaient 10 à 30 kg d'olives par arbre, soit 2 à 3 tonnes à l'hectare, donnant 200 à 600 litres d'huile. La consommation d'une famille était couverte par 5 à 10 arbres d'olivier. D'un autre côté, Shimon Dar, dans un ouvrage qui s'appelle Landscape and Pattern, an Archaeological Survey of Samaria, paru à Oxford en 1986, s'est livré à des calculs de productivité des pressoirs antiques à partir des données fournies par l'ethnologie locale. Les moulins pouvaient broyer à peu près 70 kg d'olives par tournée et les pressoirs traitaient environ 50 kg de pâte d'olive à l'heure. En comptant un travail continu, c'est environ 1300 kg d'huile que l'on pouvait extraire chaque semaine, soit pour une saison de 8 semaines, une production totale de l'ordre de 11 tonnes d'huile. Mais tous ces chiffres sont fragiles, isolés, et font une trop large part aux réalités subcontemporaines. Pour l'Antiquité, nous ne disposons d'aucune statistique au sens moderne du terme, ni de chiffres qui montreraient une évolution sur une certaine durée. Nous devons donc nous garder de la tentation, que nous avons tous, d'extrapoler à partir de quelques données à notre disposition et qui le plus souvent se limitent, lorsqu'on fait une fouille archéologique, au nombre de pressoirs d'une ferme. Calculer à partir de ce seul critère, à la fois la surface cultivée en olivier et la production maximale d'un domaine, est impossible, car presque tous les paramètres évoqués plus haut nous manquent, c'est-à-dire la variété, l'âge de l'arbre, la densité de plantation, l'action des parasites et la pluviométrie. Tout au plus, nous verrons que certains indices, tels que la construction des grandes huileries et une production importante d'amphores à huile, par exemple en Apulie au 1er siècle avant Jésus-Christ, en Bétique du 1er siècle au 3e siècle après Jésus-Christ, et en Afrique à partir du 2e siècle, indiquent une augmentation considérable de la production sans qu'on puisse la chiffrer en valeur absolue, et je ne pense pas que nous réussirons jamais à avancer des chiffres. Donc, comme nous l'avons vu, l'olivier donne deux produits, les olives et l'huile. Et il faut donc faire une place aux conserves d'olives, qui étaient une nourriture de base pour toutes les classes de la société, et notamment pour les ouvriers et les paysans, qui les consommaient au champ avec du pain et des oignons. Des noyaux d'olives trouvés à Tel el-Amarna, la capitale d'Akhenaton, en Moyenne-Égypte, vers 1340 avant Jésus-Christ, dans le secteur du village des ouvriers, sont parmi les premiers témoins d'une consommation des olives en conserve pour l'Égypte.
Il en est de même, on en a trouvé aussi dans le village des ouvriers de la nécropole de Thèbes, à Der el-Médine, au cours de la XVIIIe dynastie. En Grèce archaïque et classique, on trouve mention de la consommation des olives par les paysans dans le traité sur les lois de Platon, en 6 782b, tandis qu'Aristophane, dans la pièce intitulée Les Acarniens, au vers 550, une pièce qui a été jouée à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, mentionne les olives parmi les provisions lorsqu'on organise l'approvisionnement d'une expédition militaire. Dans une autre pièce d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, au vers 309, il rappelle le bon vieux temps où, je cite, « chacun venait apportant de quoi boire dans une gourde avec un quignon de pain sec et 2 oignons et 3 ou 4 olives. » Callias, cité par Athénée dans les Deipnosophistes en 2,57a, évoque lui aussi ces repas simples, de la bouillie, de la présure, des raves, des radis noirs, des olives mûres et des gâteaux. Les olives en conserve étaient donc largement consommées par les pauvres et les esclaves. Une des stèles des Hermocopides de 415-414 avant Jésus-Christ, inscriptionnée Graïké 3, numéro 422, mentionne la vente aux enchères de vêtements destinés à des esclaves, de vinaigre et des olives en conserve. Et l'association, en quelque sorte, de ce lot destiné aux enchères montre probablement que ces olives faisaient partie de ce qui était destiné à la nourriture des esclaves. Donc on a à la fois les vêtements, le vinaigre, évidemment, puisqu'on leur donnait de la boisson vinaigrée et des olives en conserve. Chez les Romains aussi, les olives étaient d'abord un aliment destiné aux pauvres. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton nourrissait ses esclaves d'olives tombées et d'olives mûres. Et vous trouvez cette mention au paragraphe 58 du De Agricultura. Les conserves les plus communes, les olives noires au sel, étaient en effet considérées comme indigestes en comparaison des variétés légèrement pressées au pressoir et assaisonnées avec des épices. Mais elles étaient encore assez bonnes pour les esclaves. Sous l'Empire romain, les citadins au pouvoir d'achat plus élevé, notamment à Rome, pouvaient se permettre une alimentation plus choisie. En conséquence, ils consommaient surtout des olives en hors d'œuvre et à la fin des repas, si l'on en croit un passage de Martial dans les épigrammes, livre 13 en 36-2, qui écrit « Ces olives, soustraites au pressoir du Picénum, commencent le repas et le terminent. » Selon Pline, au livre 15, paragraphe 4, les olives d'outre-mer sont préférées pour la table à celles d'Italie. Elles sont moins bonnes pour l'huile. Et il cite les olives très charnues d'Égypte, qui ont peu d'huile, et celles de la Dodécapole de Syrie, qui ne sont pas plus grosses que les capres, mais dont la chair était très estimée. Revenons en Égypte romaine, et nous voyons que les grosses olives, appelées précisément égyptiennes, étaient effectivement très appréciées. Le fameux Lucius Gemellus Bellinus, l'oliculture du Fayoum, en offrait de plein panier à des fonctionnaires en tant que pot de vin. Lorsqu'il manquait d'olives à la maison, cette maison qu'il possédait à Aphroditopolis, il ordonnait à son intendant de lui en envoyer depuis un autre domaine. En Judée romaine, les olives aussi étaient omniprésentes. La Mishnah mentionne des olives au sel et les chélouines, c'est-à-dire des olives au vinaigre que l'on vendait à l'entrée des terres. En Afrique, comme dans toutes les campagnes méditerranéennes, les olives en conserve formaient la base de l'alimentation des ruraux. Un passage de l'inscription d'Ain Wassel, dans la vallée du Bagrada, c'est-à-dire la Medjerda aujourd'hui en Tunisie, dans la zone de Douga, est très significatif de ce point de vue. Il proclame les dispositions édictées entre 209 et 212 après Jésus-Christ par l'administration d'un domaine appartenant à l'empereur afin de régler les conflits entre les colons, c'est-à-dire les paysans qui sont astreints à payer une redevance du tiers de la récolte, et les conductores,
c'est-à-dire les entrepreneurs qui soumissionnaient pour obtenir contre une redevance l'exploitation des propriétés impériales. Parmi les mesures prises en faveur des colons et donc destinées à les protéger, on note qu'ils sont dispensés de verser toute redevance sur les olives qu'ils préparent pour leur consommation personnelle. Du point de vue archéologique, il est difficile de mettre en évidence ces conserves car elles ont été consommées, sauf dans des cas exceptionnels comme à Pompéi, ou par exemple dans la villa de Fiang à Bottaro, dans le territoire de Pompéi. On a trouvé un dolium qui était rempli d'olives confites et qui évidemment n'avait pas eu le temps d'être consommé à cause de l'éruption du Vésuve de 79. On connaît donc surtout les conserves d'olives par les étiquettes peintes sur les amphores qui servent à leur commercialisation outre-mer. Nous en verrons quelques exemples, mais il faut rappeler que les productions domestiques, de loin les plus courantes, étaient réalisées dans des jarres polyvalentes ou des amphores de remploi qu'il ne nous est pas possible d'interpréter et encore moins de comptabiliser. Diverses variétés d'olives susceptibles d'être mises en conserve sont connues par les textes. Les archives de Zénon, l'intendant du diocèse de Ptolémée II au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en mentionnent déjà plusieurs variétés, dont les colimbades et les olives de Chios. Au cours de la période romaine, on constate une augmentation du nombre des variétés décrites. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De Agricultura, paragraphes 6 et 7, mentionne 6 variétés d'olives de conserve, Radius major, Orchis, Posia, Radius, Albicera salentina, et 3 variétés d'olives à huile, Iquinia, Cominia ou Colminiana, et Sergia. Virgile, dans les Géologiques en 2 vers 85-86, écrit « Les gras oliviers donnent des fruits de formes variées, les orcades, les radii et les posiae, dont la baie est amère. » Quelque temps après, Varron, dans les Restes rustiqués, livre 1, paragraphe 24, n'en ajoute pas d'autres, mais Columelle, au siècle suivant, dans le livre 3, en 8-6, le livre 5, 8-3 et le livre 12, 44 à 54, décrit, lui, 13 variétés qui permet d'ajouter à celles qui avaient été mentionnées par Caton les colimbades, les regia, mariurina, agiana, nevia, murtea et oleastellum. Pline, à peu près à la même époque, légèrement après, dans l'Histoire naturelle 15, au paragraphe 15-17, cite en plus de celles-ci 5 variétés de bouche, les superba, praedulcis, babia, et ce qu'il appelle donc les olives égyptiennes et les olives de la dodécapole syrienne. Et il ajoute aussi une autre variété d'olive à huile, la contia, dont les fruits sont petits et relativement tardifs. Et enfin, on arrive à l'Antiquité tardive, avec Palladius, au livre 3, paragraphe 18, et Isidore de Séville, dans les Origines, livre 18, en 763. Ces deux auteurs reprennent les listes de leurs prédécesseurs, Isidore donnant leur étymologie. Au début du Ve siècle, Macrobe, dans les Satires, livre 3 en 26, mentionne, lui, 17 appellations, dont certaines sont nouvelles, sans que nous sachions si ce sont des homonymies ou des variétés réellement nouvelles. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître des Africana, des Aquilia, des Alexandrina, etc., des Thermutia, etc., etc. On voit donc qu'au fil du temps, la sélection des variétés, en fonction de l'usage que les producteurs désiraient en faire et de l'accumulation des connaissances, le nombre des variétés reconnues par les auteurs spécialistes de l'agronomie a progressivement augmenté. C'est un phénomène qui est aisément explicable car les échanges commerciaux intenses qui se sont développés au cours de la période hellénistique et surtout au cours de l'Empire romain ont été l'occasion de multiples transplantations de variétés, notamment par greffage, nous l'avons vu dans le cours précédent, et aussi
de la diffusion de la connaissance de ces variétés qui finalement confluent dans les ouvrages qui nous sont parvenus. Cette multiplicité va donc de pair avec l'accroissement des trafics, la standardisation des machineries et des emballages que nous aborderons par la suite. Les études archéobotaniques modernes confirment cet accroissement du nombre des variétés sous l'Empire romain. Les noyaux d'olive découverts dans l'huilerie 3O du quartier du théâtre de l'île de Délos sont en effet similaires à une variété connue en Crète aujourd'hui, qui s'appelle la variété Koroneiki, et qui a de petits fruits d'1 gramme environ, mais dont la teneur en huile est assez élevée, et de l'ordre de 20 à 25%. De la même façon, les noyaux d'olive carbonisés trouvés dans les foyers de l'huilerie de Saint-Michel-à-la-Garde, dans le département du Var, ont été étudiés par l'équipe de Jean-Frédéric Terral, qui a pu déterminer qu'elles appartiennent à 3 catégories. Une première variété est issue du croisement avec des oléastres indigènes, ce qui confirme à nouveau l'importance des greffes d'oliviers sauvages que nous avons vues dans le cours précédent. Une seconde variété est proche de la même variété que nous avons vue tout à l'heure pour Délos, c'est-à-dire cette variété qui s'appelle Koroneiki, et une troisième variété appartient à la famille des picuales et des lucs. Cette dernière variété aurait été introduite à l'époque romaine depuis l'Italie. Mais comme Jean-Frédéric Terral viendra la semaine prochaine nous présenter ses recherches, je l'interrogerai sur le nombre des variétés antiques qui ont déjà pu être isolées par son équipe à partir des échantillons archéologiques et savoir si l'on peut progressivement mettre en correspondance ces variétés connues par les noyaux découverts dans les fouilles archéologiques avec des variétés connues par les textes, et notamment grâce aux rares descriptions qu'on a. C'est un sujet de débat que nous abordons. Alors, comment préparait-on ces olives en conserve? Nous savons tous que l'olive, verte ou noire, ne peut être consommée sans une préparation préalable. En effet, un de ses composants, un sucre nommé oléropéine, est très amer et la rend immangeable. Ce sucre disparaît partiellement avec la maturation, mais l'olive reste âpre et il faut donc éliminer cette oléropéine par lessivage et assurer la conservation de l'olive par des traitements principalement au sel et au vinaigre. Les anciens ont laissé de nombreuses recettes pour confire les olives à divers stades de maturation. Pour les olives vertes, il convenait de changer souvent l'eau de trempage pour éliminer le sucre amer. En concassant légèrement les olives, on facilitait l'élimination de l'oléropéine. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De Regultura, paragraphe 117, préconisait de les concasser, de les mettre dans l'eau que l'on change souvent. Après macération, on les égouttait, on les mettait dans un pot avec du sel et du vinaigre, et on les aromatisait avec du fenouil et du lentisque. Columel, au livre 12, paragraphe 49, propose de les recouvrir de mou, c'est-à-dire de jus de raisin, ou de vin cuit, ou de vin de raisin séché, voire d'hydromel. Une autre préparation recommande un trempage dans le vinaigre remplacé après maturation par du vin cuit. 2 autres recettes ont pour but de garder l'amertume et sont destinées à la préparation des sauces plutôt qu'à la consommation. Soit on plonge les olives directement dans la saumure, soit on les conserve dans l'huile. Les olives noires étaient traitées aussi de diverses façons. Théophraste, dans les Causis Plantarum 8.3, indique que les olives très mûres étaient conservées dans le sel durant 30 à 40 jours, puis essuyées. La recette se trouve aussi dans un recueil byzantin, celui des Géoponiques, qui reprend l'ensemble des connaissances agricoles antiques, et je vous renvoie au livre 9, paragraphe 28. Les olives noires étaient d'ailleurs appelées stemphulides, c'est-à-dire les olives pressées, selon Philémon, qui est un auteur cité par Athénée en 256. À Rome, les olives étaient consommées simplement séchées, et on en a une
belle mention dans l'Histoire naturelle de Pline, au livre 15, paragraphe 17, où elles étaient conservées dans le sel qui a la propriété d'extraire l'eau amère. Et Columel le décrit très bien au livre 12, paragraphe 50. Le plus souvent, en fait, on les conservait dans du vinaigre ou dans du vin cuit, et ces recettes nous sont données par Catron en paragraphe 7.4, Columel en 12.50 et Palladius qui reprend l'ensemble en 12.22. Au 5e siècle de notre ère, Macrobe, dans les Satires, paragraphe 20, distingue une variété qu'il appelle conditiva et qui devait être bien adaptée à la mise en conserve, c'est-à-dire une variété charnue et peu huileuse. En Méditerranée orientale, la variété Colimbade, citée notamment dans les archives de Zénon, nous l'avons vu, et puis par Columel et Pline, tirait son nom de la préparation qu'elle recevait. C'était simplement des olives plongées dans la saumure. Le médecin Diphilos de Siphnos, cité par Athénée en 256b, prétendait dans son ouvrage sur le régime des personnes en bonne et en mauvaise santé, écrit au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que les olives plongées dans la saumure étaient plus saines que les olives noires conservées au sel, et que ces dernières étaient toutefois plus digestes si elles avaient été pressées. Dans les deux cas, il s'agissait toujours d'éliminer l'européine, soit en la diluant dans l'eau, soit en la faisant sortir à la presse. Les conserves d'olives étaient préparées au fur et à mesure de la récolte, donc nous l'avons vu aux divers stades de maturation. Un graffito de Pompéi, au corpus des inscriptions latines 8489, indique que les olives furent mises en conserve en novembre. Oliva condita, et on a la date du 17e jour avant les calendes de novembre. Les préparations étaient largement faites à la maison, mais durant l'Empire romain, les olives en conserve ont été assez largement commercialisées aussi. On les transportait en général dans des amphores à vin qui étaient poissés, car les olives étaient conservées dans du vin cuit ou dans du vinaigre. Une des plus anciennes attestations de ce commerce est l'épave de Cavalière dans le département du Var. C'est un petit caboteur qui a coulé vers 100 avant Jésus-Christ en transportant du vin et des olives en conserve qui étaient conservées et transportées dans des amphores Dressel 1C et Dressel 1A que vous avez sur cette diapositive. Ces amphores avaient été fabriquées dans la baie de Naples et les olives devaient donc probablement venir des pentes du Vésuve. Sur ce navire, qui semble avoir bourlingué en Afrique et en Italie, je vous renvoie à la publication de Georges Charlin, Jean-Marie Gassin et Robert Le Quément, qui s'appelle « L'épave antique de la baie de Cavalière » au Lavandou, dans le département du Var, paru dans Archéonautica 2, 1978. De nombreux amphores Alterne 70, originaires de Bétique, portent des inscriptions mentionnant des olivae nigrae ex defruto, c'est-à-dire des olives noires dans du vin cuit. On en a trouvé aussi bien sur le limès de Germanie, comme par exemple à Vindonicia. Et vous voyez ici ce Titulus pictus olivae nigra ex defruto. On en a aussi beaucoup trouvé plus récemment dans la ville de Cologne, sur le Rhin. Ulrich Hemmig a publié, par exemple, 5 amphores Alterne 70 qui portent la mention d'olive noire dans du defrutum. Je vous renvoie à sa publication parue en 2007, Tituli Picti auf Amphoren in Köln, parue dans Kölner Jahrbuch, donc en 2007, page 215 et suivant. Mais ce n'était pas le seul lieu de provenance. Bon, la Bétique a beaucoup produit ce type de production, à côté de son énorme production d'huile. On faisait aussi des olives confites en Narbonnaise et on les exportait dans une amphore que l'on appelle Augst 21 parce que le type a été défini par Stéphanie Martin Kilcher en 1994 dans un ouvrage sur les amphores romaines d'Augst, die römischen Amphoren aus
Hochst und Kaiser Hochst, paru donc à Hochst en 1994. Et ces amphores donc, portent parfois, lorsque les conditions de conservation sont bonnes, comme à Cologne, des indications tout à fait intéressantes et complètes. Par exemple, EMIG en a déterminé 9 dans les dépôts trouvés à Cologne, dans les dépôts de fouilles. Et on voit que certaines contenaient des olives blanches dans une sauce douce, Olivae albae ex dulci, que vous voyez ici sur cette photo, ou alors dans des amphores qui contenaient des olives vertes, Olivae oeidis, que vous voyez ici dans ce beau Titulus pictus. Donc une autre zone de production, on en a vu 3, certainement la Campanie au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Bétique au 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ, la Narbonnaise à peu près à la même époque, et un peu plus tard, on a une attestation de production et d'exportation de conserves d'olives à partir de la Crète, qui vendaient certainement des olives en saumure dans des amphorettes à fond plat qui ont dû être très largement sous-estimées dans les recherches archéologiques parce que les archéologues voient les amphores et s'intéressent beaucoup moins aux petits conteneurs. Et ces petits conteneurs que l'on appelait dans les textes la gonae, c'est-à-dire les lagènes, ont parfois des inscriptions qui sont très éclairantes. Dans une de ces amphorettes que j'ai trouvée dans le fort de Dios en Égypte, où les conditions de conservation étaient parfaites et donc on avait bien conservé les inscriptions sur les jarres. C'est une forteresse que nous avons fouillée entre 2006 et 2005 dans le désert oriental d'Égypte. Nous voyons que cette inscription porte d'un côté une inscription originelle, Cretiques dioxou, donc dans la partie gauche de la diapositive, c'est-à-dire olive de Crète dans du vinaigre. Et puis, dans un deuxième temps, elle a été remployée pour d'autres conserves d'olives et on a écrit de l'autre côté Colimbades dioxou, c'est-à-dire olive plongée dans du vinaigre. Donc, une autre zone de production qui est sûrement sous-estimée et qui doit commencer bien avant le IIIe siècle de notre ère. Et il va falloir poursuivre, à mon avis, les recherches en ce sens pour déterminer les lieux d'exportation de ces olives en conserve produites en Crète. Enfin, bien sûr, à partir du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive, l'Afrique du Nord a été un gros producteur non seulement d'huile d'olive, mais aussi d'olives en conserve, et nous en avons quelques indications dans l'exportation de ces olives en conserve dans de petites amphores que les archéologues appellent spateia. Et un des plus bels exemples de ce trafic nous est livré par l'épave dite du Dramont E, au large de Saint-Raphaël, dans le département du Var, où un navire venant d'Afrique a coulé vers le milieu du 5e siècle de notre ère. Il contenait dans ses cales de petites amphores cylindriques et qui étaient remplies de noyaux d'olive. Et donc, il est vraisemblable que ces spatéiens sont en grande partie destinés à ce trafic. Donc, c'est une production qui est relativement importante, mais qui évidemment n'atteint pas celle de l'huile d'olive, comme nous le verrons par ailleurs. En dehors de ces olives en conserve, les Grecs et les Romains préparaient aussi des pâtes d'olive. Un passage de Diphilos, cité par Athénée dans les Deipnosophistes, livre 2, paragraphe 55c, évoque des marchands ambulants
de stemphyllone, c'est-à-dire une pâte faite avec la chair des olives noires, que l'on vendait dans les rues des villes, en même temps que des lupins et des radis. C'est d'ailleurs à cela que fait allusion Columel dans le livre 12, paragraphe 51, sous le nom de samsa. La pâte était réalisée avec des olives très mûres que l'on mettait entières sous le pressoir à huile, puis on les pressait dans un moulin avec des meules réglées de façon telle de ne pas écraser les noyaux. La pâte ainsi obtenue était alors salée, aromatisée avec des épices telles que le carvi, cumin, anis d'Égypte, fenouil, et recouverte d'huile. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 119, et Columel, en 1249-9, ont transmis une autre recette sous le nom d'epithyrum, qui est un mot grec qui signifie « avec du fromage », une recette d'une pâte préparée avec des olives qui sont soit vertes, soit noires, soit tournantes, c'est-à-dire ces olives bigarrées que je vous ai montrées tout à l'heure, et qui était plus élaborée dans la mesure où on n'utilisait que la chair des olives. Celle-ci était coupée à la main en morceaux et mélangée dans un pot avec du vinaigre, de la coriandre, du cumin, de la rue et de la menthe, puis recouverte d'huile. Selon Varron, dans son ouvrage sur la langue latine, livre 7, paragraphe 86, la recette de l'epithyrum venait de la Sicile et il ne fait pas de doute qu'il s'agit au départ d'une recette grecque. Au total, tout au long de l'Antiquité, les olives ont été un aliment courant. Elles étaient principalement préparées dans les maisonnées, mais un commerce de ces denrées en conserve s'est développé assez tôt. Il est lié à la vie urbaine, au développement de loisirs et des services et à l'usage des termes. Effectivement, on avait plaisir à acheter des olives aux marchands ambulants qui se trouvaient dans les termes. Dès la fin de la République, ce commerce a pris de l'ampleur et des olives en conserve ont été expédiées par bateau depuis les régions de production, en partie pour répondre à la demande des Méditerranéens, surtout des soldats qui s'étaient établis du fait des déplacements de troupes et du fait de l'avancée des conquêtes, bien au-delà de la zone climatique de la culture de l'olivier. Cette demande, forte et parallèle à celle de l'huile et du vin, a créé non seulement une industrie de la conserve, nous l'avons vu principalement en Campanie, en Espagne, puis en Afrique du Nord, et également en Gaule méridionale, probablement en Crète, mais aussi des courants commerciaux qui ont bénéficié des moyens de transport et des réseaux établis par l'administration pour approvisionner les troupes stationnées en Gaule du Nord, sur la frontière germanique et en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Grâce aux inscriptions sur amphores, sporadiquement retrouvées, mais qui forment désormais un corpus notable, on suit leur distribution depuis les bateaux qui ont coulé en Méditerranée, comme Port-Vendres-II, et puis on les suit dans les villes-étapes, en quelque sorte, à Arles, dans la vallée du Rhône, à Lyon notamment, sur le plateau suisse, nous avons vu l'exemple de Hoechst, sur le long du Rhin, à Koblenz, à Mainz, à Cologne, et en Bretagne, où on en a trouvé un certain nombre à Londres. Les étapes du déclin de ce commerce doivent encore être précisées, mais il est probable que la crise militaire de la seconde moitié du IIIe siècle, le recrutement local des soldats et l'incorporation grandissante de Germains et autres peuples nordiques dans les armées ont fait chuter la demande en olives de conserve, car elle ne faisait pas partie de leurs besoins essentiels. Le commerce se restreint alors à la Méditerranée et l'épave du Tramont-Eux est un bon exemple, comme nous l'avons vu pour le Ve siècle. Ensuite, cette demande, directement liée à un besoin culturel, disparaît à la fin de l'Antiquité et le commerce des olives cesse par voie de conséquence. C'est une question que nous reverrons par la suite lorsque nous examinerons toute l'histoire de la production dans l'ensemble des provinces, mais il faut garder à l'esprit, donc, à côté de l'huile que nous allons voir désormais, il y a un petit commerce, et à certaines époques relativement important malgré tout, des olives de conserve. Il est 54, on va prendre
5 minutes de pause avant d'attaquer la question de l'huile d'olive qui, évidemment, va nous maintenir beaucoup plus longtemps. Bien, venons-en maintenant aux huiles. Aux huiles, car avant de traiter en détail de l'huile d'olive, il convient de rappeler ici que les anciens utilisaient beaucoup de gras animaux en cuisine, notamment celui de porc, et plusieurs autres huiles végétales tirées des graines oléagineuses. Mais, à part en Mésopotamie et en Égypte, on a bien du mal à saisir ces huiles dans la documentation archéologique. Il est vraisemblable que les analyses chimiques, de plus en plus fréquentes, permettront à l'avenir de rétablir leur juste place, à la fois dans l'alimentation, mais aussi dans les autres usages, tels que l'éclairage ou les soins du corps. Le gras du porc, que les latins appellent adeps, était omniprésent dans la campagne, mais il est mal représenté dans les sources écrites, car les auteurs évoquent surtout la cuisine des urbains, essentiellement des privilégiés. Une cuisine savante, telle que celle qui nous a été transmise par le recueil d'Apicius. Le saindoux apparaît donc assez peu, sauf chez Caton, qui est toujours très proche de la vie rurale. Caton, qu'il emploie par exemple pour les gâteaux, et vous trouverez mention de l'usage du saindoux dans le De Agricultura, paragraphes 79, 89 et 121. Mais c'est à peu près tout, mis à part que le gras de porc fait partie des denrées de base que liste, bien des siècles plus tard, l'édit sur les prix de Dioclétien, pris en 301 après Jésus-Christ. On trouve donc une mention de l'adeps recens, c'est-à-dire du lard frais, et en 4.10 et 4.11 et du lard salé. On devait aussi utiliser la graisse des autres animaux, tels que le bœuf, la chèvre, le mouton, soit comme fond de cuisine, soit pour divers usages. Mais les seules attestations conservées concernent leur usage en médecine, parce que c'est ça que les auteurs mentionnent, bien entendu, parce que c'est quelque chose de très particulier. La graisse d'oie était déjà un gras de luxe, si l'on en croit un passage de la satire 6 de Perse au vers 71. Les huiles d'animaux marins, telles que les phoques et les dauphins, sont aussi mentionnées par Pline, au livre 32, paragraphe 117, mais surtout pour des usages médicaux. Quant aux huiles de poisson, proprement dites, ce n'est guère qu'une curiosité ethnographique qui concerne les ichthyophages des côtes de la mer Érythrée, et vous en trouverez mention, par exemple, chez Arien, dans le livre sur l'Inde, en 29-14. À côté des gras animaux, il y avait un grand nombre d'huiles de graines qui tenaient une place éminente en médecine et en parfumerie, mais pour quelques-unes seulement, une place importante dans l'alimentation ou dans l'éclairage. Pour donner une idée de la place de ces huiles de graines en Égypte ptolémaïque, je citerai le papyrus Pétri 75, ligne 15 et suivante, qui donne la répartition des cultures dans le Fayoum sous Ptolémée III, entre 246 et 221 avant Jésus-Christ. On trouve 180 000 arrours, c'est-à-dire 48 500 hectares, qui étaient cultivés principalement en blé. Mais parmi celles-ci, 316 arrours, c'est-à-dire 85 hectares, portaient des graines oléagineuses, surtout du sésame, 261 arrours, puis du ricin pour 55 arrours. À cette époque-là, l'olivier, qui s'implantera fortement dans le Fayoum au cours de l'époque hellénistique, et surtout de l'époque romaine, ne tient encore qu'une place très négligeable. Nous avons vu d'ailleurs dans le cours précédent les efforts de Zénon de Conos pour planter des oliviers dans le domaine d'Apollonios à Philadelphie, donc toujours dans le Fayoum. Un panorama d'ensemble de la culture et de l'emploi des graines oléagineuses
à partir de la documentation papyrologique, a été dressée pour l'Égypte ptolémaïque par Brent Shandy dans The Production and Use of Vegetal Oils in Ptolemaic Egypt, paru à Atlanta en 1989. Et je vous renvoie à ce panorama qui est très bien fait. D'un point de vue archéologique, les fouilles d'ermitages coptes des 7e et 8e siècles après Jésus-Christ dans la nécropole de Thèbes ont récemment mis au jour des couffins, que l'on appelle en termes techniques, et vous le verrez souvent apparaître dans ma bouche, donc on appelle des scourtins, et qui contenaient donc non pas des olives, mais des graines pressées. La place des huiles de graines est donc sous-estimée et mal documentée, surtout dans l'Occident romain. Et c'est pourquoi je voudrais rappeler ici leur place et leur rôle, car ces huiles ont fait l'objet d'un commerce dont il s'agit de déterminer l'ampleur et la périodisation. L'huile de ricin, par exemple, était couramment employée comme carburant dans les lampes à huile. Pour recenser ces huiles, nous serons obligés de prendre en compte les maigres documentations qui nous est parvenue, principalement les papyrus documentaires égyptiens d'époque ptolémaïque et romaine, et pour l'Empire romain, les quelques mentions dans l'histoire naturelle de Pline, surtout le livre 15, qui est consacré en partie à l'olivier et aux arbres fruitiers, et le livre 23, qui traite des applications thérapeutiques des huiles, qu'elles soient huiles essentielles ou non. Le désordre dans lequel Pline d'ailleurs présente ces différentes huiles a été excellemment commenté par Jacques André dans l'édition qu'il a donnée du livre 15 de l'histoire naturelle à la Société des belles lettres. Je vous y renvoie pour les détails, mais j'ai extrait cette citation de son commentaire. Toutes ces huiles, dit-il, ou pseudo-huiles, sont confondues dans un désordre ahurissant et présentées sans la moindre tentative de classement. Alors André s'est substitué à Pline et a essayé de reclasser en certaines catégories ce que Pline raconte. Alors il y a d'une part une première catégorie qui correspond aux huiles d'arbres, c'est-à-dire principalement d'oléastre, d'olivier ou d'amandier, en 1524 et 1525. Il y a les huiles de graines. Troisième catégorie dans le texte de Pline concerne les huiles artificielles, ce qu'il appelle les huiles artificielles, c'est-à-dire les huiles parfumées, obtenues par macération dans de l'huile d'olive, de fruits, de branches, de feuilles et de racines aromatiques. Il y a aussi les huiles essentielles, alors tout ça est extrêmement mélangé, qui sont volatiles et qui sont obtenues par cuisson, par exemple lorsqu'on fait chauffer de la résine. Il mêle aussi avec les huiles une oléorésine naturelle, l'éléomélie en 1532. Il y ajoute aussi un mélange artificiel d'huile et de mou de vin, le glucinum, au paragraphe 29, et enfin les huiles de poisson au paragraphe 29 aussi. Malgré ce désordre ahurissant, comme dit Jacques André, les indications de Pline concernant les procédés de fabrication et l'usage des huiles de graines restent fondamentales. Je m'en tiendrai ici, bien entendu, aux huiles qui nécessitent un broyage et un pressurage des graines, laissant de côté les nombreuses huiles essentielles, par exemple l'huile de genévrier oxycèdre, l'huile de cédrat, de myrte, etc., qui sont obtenues principalement par chauffage et enfleurage. En effet, cette revue des huiles de graines nous aidera à comprendre les particularités de certaines huileries antiques, notamment celles qui sont trouvées en Égypte. Alors commençons par les graines les plus couramment utilisées, c'est-à-dire le sésame, le ricin, le radis, le lin et la noix. L'huile de sésame d'abord. Le sésame est une plante annuelle qui à peu près fait 1 mètre de hauteur environ, dont les graines contiennent jusqu'à 50% d'une huile excellente. Cette plante était largement cultivée en Mésopotamie, comme le rapporte Hérodote au livre 1, paragraphe 193, et Strabon dans la géographie au livre 16, paragraphes 1, 14 et 20. Hérodote donc précise que la Babylonie, je cite, n'a ni figuier, ni vigne, ni olivier.
Les Babyloniens n'usent pas d'huile d'olive, ils extraient du sésame, un liquide gras. Les sources babyloniennes, d'ailleurs, nous indiquent comment l'huile était produite. On écrasait d'abord les graines de sésame, puis soit on les pressait, soit on les plongeait dans l'eau chaude pour que l'huile flotte en surface. La méthode est aussi décrite par Pline au livre 18, paragraphe 98, en ces termes. Je cite, « Les graines de sésame sont d'abord trempées dans l'eau chaude, puis elles sont écrasées pour retirer la peau, puis placées dans l'eau froide pour que la balle flotte. Ensuite, il faut les sécher rapidement au soleil pour empêcher qu'elles pourrissent. » Dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'huile de sésame était largement employée par les parfumeurs au dire de Théophraste. Et vous trouvez la mention dans le traité sur les odeurs en 14 et en 20. Et deux inscriptions mentionnent des vendeuses de sésame, Onésime et Sotéris. Inscriptions grecques de 1554 et 1561. En Égypte, il est probable que ce sont les Perses qui l'ont importé, car les cultures existaient immédiatement avant la conquête grecque de 332 avant Jésus-Christ. Les archives de Zénon, par exemple, mentionnent 52 fois le sésame. Damien Agu, notre collègue spécialiste de démotique, a récemment fait le point sur cette question dans un article intitulé « Impossible monopole, l'exemple des reçus démotiques pour prix de l'huile de sésame », et il a utilisé pour écrire cet article des reçus trouvés à Éléphantine et à Thèbes. Le papyrus des revenus, que l'on appelle usuellement Revenue Laws, d'après la publication Princeps de Bernard Grunfeld, Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus, paru à Oxford en 1896, donc le papyrus des revenus aux lignes 60-72, indique que la majorité des plantations de sésame se trouvaient dans le delta du Nil. La fabrication de l'huile, soumise à monopole d'État, était très surveillée. La réglementation royale de la ferme de l'huile, qui est bien détaillée au paragraphe 38-72 de ce grand papyrus, entraînait une cherté de l'huile et une production parallèle d'huile de contrebande, qui était évidemment moins chère. Alors, comme pour la gabelle de notre Ancien Régime, l'État imposait une obligation d'achat d'huile de sésame au prix fort tous les mois. Le monopole de l'huile portait aussi sur les autres huiles, bien sûr, le ricin, Cartame, la courge, comme nous allons le voir. Après la prise de contrôle de l'Égypte par Octavien en 31 avant Jésus-Christ et durant l'Empire, la culture du sésame a fortement diminué et l'huile de sésame a été remplacée par les huiles de radis, les huiles de benne et les huiles d'olive. L'huile de sésame continuait toutefois d'être utilisée en parfumerie et en médecine, et on en trouve par exemple mention dans le traité de Dioscoride sur les plantes médicinales, livre 1, paragraphe 34. Mais Pline, quant à lui, s'intéresse surtout à l'origine indienne du sésame, notamment dans les passages du livre 15-28 et du livre 16-96, bien que le sésame soit largement cultivé par les Égyptiens et par les Grecs. En dehors de l'huile de sésame, on faisait aussi beaucoup en Égypte, et peut-être en partie en Afrique du Nord, de l'huile de ricin. Le ricin a eu une importance sûrement plus grande que la place qu'on lui fait, surtout en tant que combustible dans les lampes à huile. Hérodote décrit en détail les procédés de fabrication de cette huile au livre 2, paragraphe 94. Je cite, « Les Égyptiens qui habitent les régions des marécages emploient une sorte d'huile tirée du fruit des ricins. Ils l'appellent kiki et la préparent de la façon suivante. Sur les bords des cours d'eau et des marais, ils sèment ces ricins qui, dans les pays grecs, poussent d'eux-mêmes à l'état sauvage. Semée, cette plante produit en Égypte des fruits abondants, mais qui sentent mauvais. Les Égyptiens les ramassent, ils les concassent, ils les pressent, ou bien les font bouillir après les avoir torréfiés et recueillent ce qui en découle. C'est un liquide gras qui n'est pas moins bon pour les lampes que l'huile d'olive, mais exhale une forte odeur. » Les graines de ricin, qui mesurent entre 8 et 20 mm, contiennent environ 50% d'huile. En les écrasant, on obtient une huile d'une haute densité et d'une haute viscosité qui a des qualités très évidentes. Elle reste liquide à basse température
résiste très bien à la chaleur et brûle sans aucun résidu. Elle était donc très largement utilisée pour l'éclairage, et cela dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme on le voit dans les archives de Zénon, et notamment dans un papyrus qui est le papyrus Cairo-Zénon 4 59 689. L'utilisation est très ancienne et on trouve des cultures de ricin déjà mentionnées dans les ostracas démotiques d'Ain Manawir et d'Ain Zaïda dans l'oasis de Douche au sud de Harga en Égypte, où par ailleurs des graines de sésame véritables, contemporaines de ces papyrus, ont été trouvées. On en faisait un fréquent usage à l'époque ptolémaïque, où sa fabrication, comme nous l'avons vu, était elle aussi soumise au monopole de l'huile, mais comme le sésame, sa culture semble avoir diminué à l'époque romaine. Pline, au livre 15, paragraphe 25, décrit le procédé d'extraction et signale son usage pour l'éclairage en disant toutefois que la lumière était faible. Quant au médecin Dioscoride, au livre 1, paragraphe 32, il savait très bien qu'elle était impropre à la consommation, car toxique et laxative, et il employait donc pour cet usage, Pline aussi d'ailleurs mentionne son usage au livre 23, paragraphe 83, comme purge contre les inflammations du siège et pour des traitements de la peau, notamment contre la gale. Donc on voit que ce sont essentiellement ces deux fonctions, l'éclairage et la médecine. On faisait aussi de l'huile de radis, l'oleum raffaninum. C'est un produit qui semble absent à la période ptolémaïque et le radis a été cultivé pour ses graines en Égypte, principalement à l'époque romaine, où beaucoup de papyrus y font allusion. Les radis et les navets sont plantés entre septembre et décembre et récoltés 2 mois après. Pline, au livre 15, paragraphe 30 et au livre 19, paragraphe 79, dit qu'on fait plus d'huile de radis en Égypte que de toute autre plante. Et le Talmud, dans le traité du Shabbat, au paragraphe 26a, indique que c'est la seule huile disponible à Alexandrie. Les attestations sont effectivement très nombreuses dans les papyrus d'époque romaine et l'huile de radis sera aussi listée dans l'édit sur les prix de 301, pris par Dioclétien au titre 3, paragraphe 4. Cette huile avait principalement un usage alimentaire, mais Dioscoride l'utilisait aussi dans ses remèdes, et notamment au livre 1, paragraphe 37. Sa production, toutefois, et son utilisation sont limitées à l'Égypte et on n'a pratiquement pas d'attestation ailleurs. En Égypte, on faisait aussi de l'huile de lin. Semée d'octobre à la mi-novembre, récoltée en mars et en avril, les graines de lin contiennent entre 35 et 45% d'une huile qui rancit vite, mais que l'on peut utiliser en cuisine. L'extraction est plus délicate car les graines contiennent de l'acide prussique. Les graines doivent donc être chauffées dans l'eau avant d'être traitées, car cet acide doit être éliminé avec l'eau. Des graines de lin ont été découvertes déjà dans des sites prédynastiques, tels que Mahdi, El Omari, etc. Le lin est mentionné dans le papyrus des Revenulos de Ptolémée II, mais son usage en tant que graine oléagineuse disparaît, semble-t-il, presque totalement à la fin de la période ptolémaïque. Il faut aussi faire un sort à l'huile de noix, qui est certainement sous-évaluée par les historiens de l'Antiquité. On sait que dès le XIXe siècle avant Jésus-Christ, on l'utilisait à Kanish, en Anatolie. À l'époque classique, les noix étaient une spécialité reconnue de la région du Pont. Et Théophraste, dans l'Histoire des plantes, au livre 4, paragraphe 5.5, note son abondance sur les monts du Tmolos et sur l'Olympe de Mysie, dans la Turquie actuelle, mais aussi en Macédoine et sur l'Olympe de Pierie. Il est probable que bien des contrées montagneuses, notamment les Alpes,
en produisait pour la consommation locale, mais on n'a guère d'attestation littéraire. Pline consacre en fait 3 paragraphes aux variétés de noix en livre 15, paragraphes 86, 87 et 88, mentionnant Nux jugulans, Nux persuca ou Nux basilica, et indiquant que les noix deviennent plus grasses en vieillissant, mais selon lui, que l'huile a un goût désagréable. Il en reparle en 15-28 et en 23-88. Comme Dioscoride, au livre 1, paragraphe 34, il ne mentionne son emploi que comme remède, par exemple contre l'alopécie, ou pour le traitement des oreilles, ou en friction contre les céphalées, et pas du tout son usage alimentaire, qui était probablement assez répandu toutefois dans les zones montagneuses, mais comme les auteurs parlent très rarement de ce qui se passe dans les zones montagneuses, notamment dans les Alpes, c'est très sous-évalué. Donc je pense qu'il faut que nous gardions à l'esprit que certaines installations d'huileries, notamment dans les zones de montagne, ont pu traiter de l'huile de noix, et c'est ce qu'il faudra rechercher éventuellement grâce à la fois un tamisage serré des sédiments et des analyses chimiques adaptées. On a trouvé, bien entendu, à Pompéi et dans la zone de Pompéi, des noix carbonisées par l'éruption du Vésuve, et on en trouve très souvent dans les gisements archéologiques, notamment lorsque la nappe phréatique a conservé le bois. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas d'installation de production où on a fait de l'huile de noix. Mais c'est une question qu'il faut garder en tête. D'autres graines et amandes ont été utilisées, mais semble-t-il surtout en parfumerie et en médecine. D'abord, l'huile d'amande, le néopoum. L'huile d'amande amère, qui était une spécialité de la Cilicie et de la Sicile, était donc surtout utilisée pour la fabrication de l'huile parfumée. Et elle est très clairement mentionnée par Théophraste dans le traité sur les odeurs, au paragraphe 15, et par Apollonios chez Athénée, au livre 15, paragraphe 688, ainsi que chez Pline, en 13-19. Mais, semble-t-il, Pline nous dit qu'elle se conserve peu de temps et qu'elle perd très rapidement ses qualités olfactives. Pline en décrit l'extraction en 15-26. Il dit « L'huile d'amande, que certains nomment néopoum, est extraite d'amandes amères, séchée, pilée et réduite en une pâte qu'on arrose d'eau, puis écrasée à nouveau et pressée. » Selon Dioscoride, en 1.33 et Pline en 23.85, cette huile était employée en médecine pour purger, pour assouplir le corps, pour effacer les rides et embellir le teint. On la mélangeait parfois avec du miel pour guérir les boutons. Et en mélange avec du rhodinone, c'est-à-dire avec de l'huile parfumée à la rose, et des bourgeons de grenadier, on l'employait pour soigner les oreilles, les acouphènes, les douleurs céphalées et oculaires. On voit donc un usage essentiellement médical et pas du tout alimentaire. Il en était à peu près de même pour l'huile de benne, c'est-à-dire le Moringa peregrina ou oleifera. C'est une huile qui est connue depuis l'ancien empire égyptien sous le nom de Bak. Le moringa est indigène au Soudan, dans le désert oriental d'Égypte, entre Hurghada et Kosser, dans le Sinaï et en Palestine. On en récolte ses gousses entre août et octobre. Chaque goutte contient 3 noix qui donnent une huile jaune, pâle, douce et sans odeur. En Égypte, elle est courante et on s'en servait en cuisine, mais partout ailleurs, elle était réservée pour la fabrication des parfums, car elle était réputée bien prendre les odeurs. On l'employait donc surtout pour les parfums de qualité supérieure, comme le souligne Théophraste dans le traité sur les odeurs au paragraphe 19, Théophraste qui en fait la base d'un parfum célèbre qui s'appelle le mégaléon. Selon Pline, le mendesium, le susinum, le megalium, le foliatum et le cinnamonium, ainsi que le parfum royal, qui sont tous mentionnés au livre 13 de l'histoire naturelle, ont pour base l'huile de benne.
Pline cite d'ailleurs souvent l'huile de benne, par exemple en 1528, ou en 1200 et en 2398, pour ses qualités médicinales et notamment ses qualités purgatives qui sont reconnues aussi par Dioscoride au livre 4, paragraphe 157. Donc là encore, principalement une production égyptienne et de la péninsule du Sinaï, principalement pour les parfums, mais dans les pays de production, on l'utilisait aussi pour faire la cuisine. On utilisait aussi en Égypte de l'huile de cartame, qui est le safran bâtard, et que l'on appelait le knékos, et le terme officiel c'est Cartamus tinctorius. C'est un produit cité par Théophraste dans l'Histoire naturelle au livre 4-5, sous ces deux formes, à la fois sauvage et cultivée. La plante donne des graines qui contiennent environ 50% d'huile. Les mentions sont rares dans les documents ptolémaïques, mais mis à part le fameux Revenulos sur les revenus de Ptolémée II, qui inclut l'huile de Cartame dans le monopole de l'huile. En revanche, sa production semble avoir augmenté à l'époque romaine quand on en trouve beaucoup plus de mentions. Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 21, paragraphe 90, et Dioscoride, au livre 1, paragraphe 36, par exemple, le cite en tant que médicament également. On faisait encore d'autres huiles, vraiment dans très petite quantité, telles que l'huile de garou, Granum cnidium, qui est une huile faite en écrasant les graines de garou, ou ce qu'on appelle aussi sainbois, qui est mentionné 2 fois par Pline, au livre 13, paragraphe 114 et en 15-28, ainsi que par Dioscoride en 432 et 172. Cette huile était employée en petite dose, uniquement en médecine, en tant que purgatif. Et je pense qu'on ne devait pas utiliser de gros instruments pour la produire. On faisait aussi de l'huile de jusquiame. La jusquiame contient entre 20 et 30% d'huile. C'était une préparation qui s'obtenait par broyage et extraction à l'eau chaude et qui est évoquée principalement par Dioscoride et par Pline. Dioscoride en 1,35 et Pline en 15, 20, 23, 94 et 25, 36. Et c'est une huile qu'on utilisait essentiellement pour ses vertus médicinales. Elle était utilisée comme émollient, mais elle était réputée être mauvaise pour les nerfs, car elle troublait le cerveau. On faisait aussi de l'huile de salade, de graines de salade en fait. L'huile de lacanos qui est mentionnée surtout dans les papyrus égyptiens d'époque romaine, et ça pourrait correspondre en fait à notre laitue, la Toca sativa, dont les graines contiennent en fait jusqu'à 35% d'huile. Enfin, on faisait aussi de l'huile de courge qui est mentionnée de graines de courge qui est mentionnée dans le monopole de l'huile des Revenulos. Donc nous voyons une très large palette, surtout en Égypte où nous avons évidemment les renseignements donnés par les papyrus, ce que nous n'avons pas ailleurs. Mais malgré tous ces concurrents qui occupent, selon les lieux, des positions plus ou moins fortes, c'est l'huile d'olive qui reste la spécificité et le dénominateur commun de la Méditerranée. Nous avons vu que l'arbre est le symbole de l'ère méditerranéenne et que l'extension de sa culture marque les limites de son climat. C'est aussi un marqueur culturel fort. Dans le roman de Sinoué, que j'ai cité dans un cours précédent, qui remonte aux années 1950 avant Jésus-Christ, le personnage est rentré enfin dans sa terre natale à la fin de sa vie, et il dit « On fit disparaître de mon corps la trace des années en m'épilant, mes cheveux furent peignés, la vermine fut abandonnée au désert, et les vêtements grossiers aux couleurs de sable. Vêtu désormais de belles étoffes de lin, loin d'huile fine et dormant sur un lit, je laisse le sable à ceux qui vivent et l'huile d'arbre, c'est-à-dire en l'occurrence l'huile d'olive, puisqu'il avait passé toute sa vie en Palestine, je laisse l'huile d'arbre à ceux qui s'en frottent. » Donc la différence entre l'Égyptien civilisé au
ou Sinoué l'entend, et l'habitant de Syro-Palestine est bien marqué sur le plan de l'huile qui est utilisée. Ce marqueur se retrouve bien entendu renversé lorsque les Grecs, après avoir conquis l'Égypte, s'implantent et trouvent bien peu d'oliviers. Les Égyptiens, en effet, comme nous l'avons vu, utilisaient surtout de l'huile de sésame, de ricin, de lin, et rares étaient les olivettes. Les archives de Zénon, qui étaient chargées de mettre en valeur le grand domaine de Ptolémée II, que Ptolémée II avait offert à Apollonios, son ministre des Finances, nous montrent donc ces efforts que font les Grecs pour planter des oliviers dans le Fayoum et pour répondre donc à leurs besoins culturels. Mais ce n'est qu'à l'époque romaine que ces oliviers sont devenus assez étendus et assez importants pour concurrencer véritablement les huiles de graines en Égypte même si nous l'avons vu, l'huile d'Aradi restera dominante dans certains secteurs et notamment à Alexandrie. Les Méditerranéens, envoyés par l'armée romaine dans les provinces au nord de l'Europe, en Germanie et en Bretagne, ont eu ce même besoin d'huile qu'ont eu les Grecs lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Et ils ont fait venir cette huile par des trajets longs et complexes, notamment à partir de l'Espagne méridionale et de la région de la Bétique. On suit ainsi le trajet des amphores dresselvins jusqu'au limès de Germanie et au mur d'Adrien. Ce besoin entraîne donc un flux commercial, mais du fait des particularités botaniques des oliviers, n'a pas provoqué la même mutation des cultures et des paysages que le besoin de vin qui a transformé, lui, totalement nos paysages et nos économies pour les 2 millénaires qui ont suivi la conquête romaine. Et donc, il est temps d'en venir à l'extraction de l'huile d'olive. Pour extraire l'huile des olives, point n'est besoin d'un appareillage complexe. Un gros galet, une pierre creuse ou un mortier, de l'huile chaude, un linge peuvent suffire. Pendant longtemps, on a utilisé exclusivement des procédés primitifs qui laissent peu de traces archéologiques et qui ont continué jusqu'à une époque récente à être utilisés pour des productions familiales au Proche-Orient, en Grèce et en Afrique du Nord, ainsi que dans les îles, comme par exemple en Corse. Certains de ces procédés se sont conservés par endroits. Au Proche-Orient, à la fin du siècle dernier, des paysans libanais se contentaient de broyer les olives dans un mortier, de les recouvrir d'eau chaude et de recueillir l'huile qui surnageait. Il y a encore une vingtaine d'années, les paysans de Thessalie broyaient les olives sur un bloc avec un petit rouleau en pierre, puis remplissaient un sac avec la pâte, les piétinaient pour extraire l'huile et l'écrasaient avec une barre de bois à laquelle était suspendue une grosse pierre. En Kabylie, les olives étaient écrasées sur une pierre, puis la pulpe piétinée avec adjonction d'eau chaude pour amener l'huile à surnager. En Corse, on écrasait les olives, on les pressait dans un sac que l'on appelait la sakoula, comme le faisaient les Égyptiens de l'Ancien Empire. Ces procédés ont bien sûr des rendements faibles et les quantités traitées sont forcément restreintes. En contrepartie, ces procédés donnent des huiles très douces et très appréciées. Pour des usages religieux, notamment chez les Juifs, on continue de faire de l'huile sans moulin, en se rattachant ainsi symboliquement aux temps originels. Pour les époques archaïques et classiques, du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ, les moulins et les pressoirs sont peu visibles car ils étaient souvent réalisés en bois et en matière périssable. La construction des grands pressoirs à levier demandait de grands moyens financiers hors de portée des petits paysans qui formaient la majorité des exploitants. De tels équipements ne se justifiaient que pour des grands propriétaires qui avaient en vue des cultures spécifiquement destinées à la vente. Dans les stèles des Hermocopies, déjà citées, des années 415-414 avant Jésus-Christ, on trouve d'ailleurs des mentions de pressoirs à vin et à huile associés à des propriétés ou à des maisons de ville de grands propriétaires qui étaient poursuivis pour l'affaire de la mutilation des Hermès. Cette répartition socio-économique très particulière limite la visibilité de l'oliviculture jusqu'à l'époque hellénistique, surtout dans les fouilles réalisées anciennement qui n'ont pas fait de tamisage des sédiments. C'est en effet le tamisage systématique
qui permet de repérer, par la présence de fragments de noyaux d'olive et de pépins de raisin, des productions dont les instruments n'ont pas laissé de traces visibles. Alors, on va essayer de suivre toute la chaîne pour voir quelles traces ça peut laisser. Commençons par le stockage. Dès que la production dépassait le cadre si strictement domestique et qu'on employait un moulin à huile privé ou collectif, se posait la question du stockage des olives en attente d'être traitées. Lorsque les olives arrivaient des olivettes, dans des sacs ou dans des paniers, on devait les entreposer avant que le moulin soit libre pour les broyer. Souvent, on les entreposait en tas dans une cour. Une peinture de la nécropole d'Adrumète, en Tunisie, que vous voyez ici, datée de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, représente la cour d'une huilerie avec les tas d'olives en attente d'être broyés. En Judée, on déposait les olives parfois sur le toit des maisons. Le Talmud de Babylone indique que les olives sont déposées en tas sur le toit terrasse de l'huilerie jusqu'à ce que les margines suintent. On les portait alors au pressoir. Mais dans l'Italie où la Gaule tempérait, il fallait les mettre à l'abri, et notamment dans des entrepôts. Les agronomes mentionnent qu'on les dépose in tabulato, dans le traité de Caton de Agricultura, ou in tabulatis chez Pline, sur un plancher donc, qu'il faut comprendre comme équipé de compartiments en bois. Caton, dans le De Agricultura 3.4 et un peu plus loin au paragraphe 64, insiste sur la nécessité de presser au plus vite et de laisser les olives le moins possible dans les compartiments de bois. Je cite, « Quand les olives seront mûres, il faudra les récolter le plus tôt possible. Il faut qu'elles restent le moins possible par terre et sur le plancher où elles pourrissent. Les mouliniers veulent qu'elles restent longtemps dans les compartiments de manière à ce qu'elles blétissent pour que l'extraction soit plus aisée. Ne croyez pas que les olives puissent gagner en huile dans les compartiments. Les olives qui seront restées longtemps par terre ou dans les compartiments ou sur le plancher donneront moins d'huile et l'huile sera moins bonne. » Pline, de son côté, au livre 15, paragraphe 4, dit « Quand on garde in tabulatis les olives récoltées et quand on ne les presse pas avant qu'elles ne suent, tout délai diminue l'huile et s'accroît ainsi l'amurca, c'est-à-dire les margines et l'eau de végétation. » Quant à Columel, au livre 12, paragraphe 52, il est beaucoup plus précis. Il répète que la plupart des agriculteurs croient qu'en déposant les olives sur les planchers, on leur fait produire une plus grande quantité d'huile, ce qui est une assertion aussi fausse que si l'on prétendait que les grains croissent sur l'air. Mais surtout, Columel décrit les compartiments dans lesquels on entreposait les olives. Et je lis ici la traduction de Jacques André dans Les Belles Lettres 1988. Il est nécessaire d'avoir un plancher où porter les olives, bien que nous ayons pour règle de soumettre sans délai à la meule et au pressoir la récolte quotidienne. Cependant, comme il arrive que le travail du pressoir ne suffise pas à l'abondance des olives, il faut avoir un grenier surélevé, pensile aureum, pour recevoir les fruits, un grenier qui doit être planchéié, comme celui réservé aux grains, et comporter autant de compartiments, et là le terme employé est lacusculi, lacusculus au pluriel lacusculi, autant de compartiments qu'en exigera la quantité des olives pour séparer et mettre à part la récolte quotidienne. Le sol de ces compartiments doit être pavé de pierres ou de tuiles et avoir une pente suffisante pour que tout le liquide s'écoule rapidement par des rigoles ou des tuyaux, canales aut fistulas, car l'amurca, c'est-à-dire l'eau de végétation, est la plus grande ennemie de l'huile. Elle gâte le goût si elle reste dans l'olive, et nous savons désormais par les études modernes qu'elle y fermente, et c'est pour ça qu'elle gâte le goût. Et c'est pour ça, continue Columel, que vous aurez construit les compartiments comme je l'ai indiqué, que vous placerez au-dessus du sol de petites olives distantes entre elles d'un demi-pied, sur lesquelles vous jetterez des canisses soigneusement tressées
de façon à ce qu'elles ne laissent pas passer les baies à leur travers, mais qu'elles supportent le poids des olives. Des installations aussi spécifiques doivent laisser des traces archéologiques. Mais la plupart de ces installations étaient en bois. Et il faut donc une fouille très attentive pour essayer de les retrouver. Dans la littérature publiée, je ne connais guère qu'une huilerie qui a été ainsi équipée, et c'est une huilerie que, nous allons le voir, nous avions fouillé une trentaine d'années. Ailleurs, notamment en Espagne et en Afrique, les lieux de stockage des olives sont tous construits plutôt en maçonnerie. En voyant le bel exemple que nous avons trouvé, Michel Pascalini et moi-même, dans une fouille que nous avions réalisée en 1979 au lieu dit Lormeau à Tarado, dans le département du Var. À l'époque, nous avions dégagé 2 fermes d'époque romaine qui produisaient à la fois de l'huile et du vin. Nous avons, dans une de ces fermes, mis au jour une pièce qui est accolée à la salle de moulin à huile. Vous voyez ici le moulin à huile, le pressoir ici, et cette pièce est située dans ce secteur. Nous y avons mis au jour donc une pièce à peu près trapézoïdale, avec des murs larges environ 30 cm, et qui était assez profondément fondée, et la pièce était couverte d'une toiture, donc nécessaire évidemment dans nos climats tempérés pour protéger la récolte. Le sol était recouvert d'un mince lit de mortier de tuileaux et qui la rendait à peu près étanche, encore que certains endroits étaient en terre. Contre le mur est, on a trouvé 4 moitiés de tuiles plates qui étaient déposées parallèlement au mur. À leurs extrémités se trouvaient 2 alignements de clous qui attestaient la présence d'un bâti de bois entre les tuiles et le mur. Entre les 2 ensembles de clous, il y a une tuile ronde qui était disposée de façon à former un caniveau parallèle au mur. Vous voyez ici la tuile ronde, les alignements de clous sont ici et sont là. Ces alignements de clous marquent l'emplacement en fait des cloisons de bois qui séparaient les compartiments, qui sont donc tout à fait analogues à ceux qui sont décrits par Columel. On note de la même façon le même souci d'évacuer les margines à l'extérieur de la pièce. Donc là, il y avait en fait 2 cloisons de bois, donc 3 compartiments, et tout un système d'évacuation à travers le mur pour éviter que les olives ne restent dans leur haute végétation. Ce type de vestiges devrait être plus courant, mais ça suppose évidemment une fouille très minutieuse de façon à retrouver les aliments de coupe. Désormais, toutes les fouilles sont bien faites et on devrait à l'avenir trouver d'autres installations du même type. Plus au sud, donc en Espagne et en Afrique, il existe des installations de stockage des olives qui sont surtout sous la forme de compartiments maçonnés. On en trouve par exemple dans les villas romaines de El Galumbar à Malaga, de Cuesta del Espino à Córdoba, de Baños de la Mahana à Grenade, de la villa de Los Cipresos à Murcie, par exemple. Mais l'exemple le mieux conservé est celui récemment fouillé de la villa de Los Villaricos dans la région de Murcie. C'est une villa qui a été fondée au 1er siècle, qui a connu une phase d'extension maximale à partir de la seconde moitié du IIe siècle et qui a été encore agrandie au IVe siècle. Il y a un corps central qui est doté de tous les aménagements habituels, de grands thermes, un vaste bâtiment abritant la partie résidentielle et aussi une installation vinicole. Et plus détaché de la villa, un bâtiment d'ensemble qui comprend une très belle huilerie avec 2 moulins à huile et 5 pressoirs. Ce qui nous intéresse ici, c'est que entre les 2 moulins que vous voyez là, il y a un compartiment
doté à la base d'une rigole pour évacuer les eaux de végétation, qui servait donc évidemment à entreposer des olives avant qu'elles ne soient broyées dans les deux moulins. Des installations analogues sont aussi connues en Mauritanie-Tingitane et en Afrique, où les pressoirs sont souvent associés à des aires pourvues d'une rigole, où donc on déposait les olives avant de les écraser au moulin. Ces aires de dépôt dallées et limitées par des planches sont en relation directe avec la rue. Et vous voyez ici donc un exemple à Volubilis avec un pressoir ici. La rue est située ici. On déversait des olives directement sur cette aire dallée qui était limitée par des planches insérées dans les rainures que vous voyez. Un autre exemple, un peu plus loin dans la même rue, toujours à Volubilis. Dans les grandes huileries de Byzacène, comme Birsgården, près de Tébessa, ces aires étaient situées entre les têtes des pressoirs et le chemin. Vous voyez ici le chemin qui longe l'huilerie. Les pressoirs sont ici avec les cuves et on déversait des olives dans cette partie-là. Malgré les recommandations des agronomes, la fermentation des olives était voulue par les artisans, car elle facilitait l'extraction de l'huile. L'échauffement, qui est produit par la fermentation, fluidifie l'huile qui est contenue dans les cellules et donc les rend plus aisées à extraire, puisque l'huile coule plus facilement. Et c'est d'ailleurs ce que dit Varron dans les Res rusticae 1,55 quand il dit « Les olives qui servent à faire l'huile sont d'ordinaire amoncelées en tas dans des compartiments pour y pourrir légèrement. » En fait, c'est pour y fermenter et donc s'échauffer. Et la Mishnah, dans le traité de Oroth 9.5, dit beaucoup plus subtilement que les olives laissées dans les paniers afin de se ramollir pour être pressées, pour être plus aisées à presser, deviennent impures, alors que si c'est pour les mettre au sel et les manger, elles restent pures. Ces recommandations et ces interdictions montrent donc que la pratique était très courante. Nous savons aujourd'hui que l'échauffement, qui est produit par la fermentation, certes a l'avantage de fluidifier l'huile, mais elle produit une dégradation, notamment de ses qualités organoleptiques, et on obtient donc une huile forte, voire âcre. En fait, il y avait une autre façon de fluidifier l'huile sans trop la corrompre, qui consistait à laver les olives à l'eau bouillante juste avant de les passer au broyeur et au pressoir. Et c'est une pratique que rapporte Pline dans le livre 15, paragraphe 23, et aussi une pratique à laquelle fait allusion un passage de Digeste, le recueil des avis de la jurisprudence romaine, dans un passage qui est au livre 19, sous paragraphe 19.2, qui est daté du IIIe siècle après Jésus-Christ, lorsque, décrivant l'équipement de base d'un pressoir, il est indiqué que le propriétaire d'une huilerie doit mettre à la disposition de l'artisan locataire une chaudière en bronze pour laver les olives à l'eau chaude. Donc ça, c'est la bonne pratique, mais il est très clair que les mentions répétées des agronomes antiques contre le pourrissement et la fermentation des olives montrent qu'en réalité, on se contentait d'attendre qu'elles fermentent naturellement avant de les porter au pressoir. Ceci nous amène donc au broyage des olives qui était fait en fait de plusieurs façons et avec plusieurs types d'instruments. Et qu'il faut, je crois, classer en 3 catégories, selon le mode opératoire. Le broyage par percussion, le broyage par écrasement alternatif et le broyage par écrasement rotatif. Commençons par le broyage par percussion. Il y a d'abord une méthode assez simple qui consiste à broyer à bras avec un pilon dans un mortier. Ces mortiers sont le plus souvent en pierre, ils sont très courants et probablement les archéologues n'ont pas prêté assez attention à eux,
d'autant plus que leur faible productivité et leur polyvalence s'accommodent probablement assez bien de pressoirs à torsion en tissu, qui évidemment ne laissent pas de traces. Donc, assez souvent, on n'a pas fait le rapport entre l'existence de ces gros mortiers et la possibilité d'une production certes faible, voire domestique, d'huile d'olive. Une autre mode d'écrasement des olives par percussion se fait non pas à bras mais au pied, en piétinant les olives avec des sabots de bois. Ce procédé était connu en Grèce sous le nom de croupensae et en latin sous le nom de canalis et solea, c'est le terme qu'emploie Columelle au livre 12, paragraphe 52-7, ce qui veut dire mot à mot le canal et la chaussure. Il s'agit en fait d'une auge allongée qui est en bois ou quelquefois en pierre, dans laquelle l'ouvrier écrasait des olives au pied de façon à faire éclater la peau. Pour primitive qu'elle soit, cette façon de faire était très répandue dans les campagnes à toutes les époques, car son coût et son encombrement étaient minimes. Cette méthode, subsistant en Corse et en Espagne jusqu'au XIXe siècle, généralement associée, nous le verrons, à des pressoirs à torsion. C'est ce qu'on appelle le palmento en Corse, où les olives étaient ensuite versées dans la sacula. Cette sacula a été mise, comme ici, ça c'est un exemple en Turquie, mais on a la même chose en Corse, a été mise dans le tronc évidé, le palmento, ce à quoi doit faire allusion Columelle lorsqu'il dit le canal, et on les piétinait avec des sabots de bois ou de grosses chaussures. À ce propos, il y a un très intéressant article d'Antoine Casanova, il y en a même deux, enfin un qui s'appelle « Notes sur les pressoirs pré-industriels de Corse », paru dans Corse historique 1966, et puis plus généralement, Antoine Casanova avait fait et publié à l'université de Besançon en 1990 un ouvrage sur les paysans et les machines à la fin du XVIIe siècle, qui est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien l'apparition des machines et le contraste qu'il y a entre les procédés primitifs et l'apparition des machines selon les zones et selon les zones qui se développent en liaison avec le commerce méditerranéen. Pour en revenir à l'Antiquité, beaucoup de petits paysans devaient avoir recours à ces procédés, et cela explique en partie l'invisibilité archéologique de la production d'huile, notamment dans les petites exploitations de Grèce. Par exemple, dans les fermes de la grotte de Pan ou dans la ferme de Vari en Attique, qui ont été occupées au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, la fouille n'a pas livré de pressoir, alors qu'on se trouve dans une zone où l'olivier était sûrement cultivé à cette époque. Il est donc probable qu'on y employait des méthodes de production qui ne laissent guère de traces archéologiques, telles que par exemple l'écrasement des olives avec les pieds et leur pressurage dans des linges ou dans une presse en bois. Enfin, pour rester dans le système de broyage par percussion, si on peut dire, il faut faire un sort à la question de la tudicula. Et je pense donc la tudicula, qui est une machine mentionnée par Columelle au livre 12, paragraphe 52, c'est une machine qui en fait devait utiliser un pilon dans une trémie. En effet, Columelle nous dit que cette machine est semblable à un tribulum. Là, ici, j'ai passé la diapositive pour vous montrer donc un exemple en Espagne subcontemporaine de ces procédés où on piétine les olives dans un sac et on obtient donc, on recueille le jus à la base de cette espèce de canal pourvu d'un bec verseux. Tout ça est en bois ou en tissu, évidemment, ne laisse pas de traces. Donc, pour en revenir à Columelle, Columelle nous dit que cette tudicula est un appareil qui est semblable à un tribulum qui serait placé verticalement. Or, le tribulum est une herse à dépiquer le blé qui est formée d'une planche sur laquelle on plantait des éclats de silex. Vous voyez ici un exemple, vous voyez, les éclats de silex sont ici.
Cette planche à bourreau courbé était traînée sur l'air à blé et déchiquetait la paille, libérant le grain. Columel dit aussi que cet appareil serait relativement efficace s'il n'avait pas tendance à s'engorger. Jean-Pierre Laporte, dans un article intitulé « La tulicula, machine à écraser les olives et les massues en bronze d'Afrique du Nord », paru dans le bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques en 1974-75, a proposé d'interpréter les masses de bronze hérissées de picots trouvées dans certaines fermes d'Afrique du Nord, notamment dans celle de Mador, que vous voyez ici, Nador, qui est située entre Tipaza et Cherchell. Il a proposé de les interpréter comme des battoirs qui auraient donc eu un mouvement alternatif, qui auraient broyé les olives et qui auraient donc été une partie de cette tulicula. L'interprétation est séduisante, elle a l'avantage d'expliquer ces instruments pour le moins curieux, et elle a été généralement acceptée, y compris par moi-même. À la réflexion, je pense toutefois qu'elle ne s'accorde pas avec le peu que l'on sait de la tulicula. D'un point de vue chronologique d'abord, car les masses de bronze de Nador proviennent de niveaux de l'Antiquité tardive, alors que Columel décrit un appareil en fonction au début de l'Empire. Mais ce n'est pas un argument déterminant, car les types d'appareils sont longtemps restés immuables, et surtout la description de la tulicula par Columel indique qu'il s'agit d'un appareil dans lequel on dilacère les olives sur une planche hérissée de picots, et non qu'on les écrase avec des battoirs qui seraient avec des picots, comme ce serait le cas dans la reconstitution de la porte. Je pense qu'il faut plutôt restituer une trémie comportant une ou deux planches verticales de ce type-là, donc avec des picots, probablement en silex, dans lesquelles on versait les olives. On devait forcer leur passage avec un pilon et recueillir les olives dilacérées dans un baquet. Évidemment, ce type d'appareil tout en bois ne laisse pas de traces archéologiques, pas plus d'ailleurs que le tribulum, dont on ne pourrait éventuellement trouver que des silex informes. Les instruments de Nador faisaient peut-être partie d'un autre type d'appareil qui servait éventuellement à déchiqueter des olives, mais qui n'avait peut-être aussi bien rien à voir avec le broyage des olives. Il est midi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons demain la revue des divers types d'appareils de broyage des olives et nous étudierons aussi les divers types de pressoirs que nous verrons en usage dans la Méditerranée au cours de l'époque gréco-romaine. À demain.